Nathalie Heinisch, donc, s'est retrouvée, effectivement... Alors, je vous mets l'article, quand même. Évidemment, dans les faits divers du Figaro. Voilà, on va parler de Nathalie Heinisch. C'est parti. Alors, bon, je vais pas vous récapituler la sociologie, c'est quoi. Mais s'il y a des gens qui connaissent pas, n'hésitez pas à vous présenter, tout simplement. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein, on est là aussi pour en parler. C'est connu que Heinisch est honnête dans les débats et ne crache jamais sur des opposants politiques en se basant uniquement sur ses positions de principe. Non mais c'est ça. Donc, des militants LGBT tentent de censurer une conférence sur l'écriture inclusive à Poitiers. Voilà. Et du Génie Bastier, ça commence bien. Ah bah super le titre du Figaro. Bah oui, oh, non mais attention, attention. Et donc évidemment, attention, c'est une conférence sur l'écriture inclusive. Donc attention, c'est présenté en tout cas comme une conférence dessus, donc sous-entendu d'information ou de débat, bref de discussion dessus, on va apprendre des choses intéressantes. Bon, après, comme on est sur Nathalie Heinisch, je vais pas y arriver, hein, franchement. Évidemment, vous imaginez bien ce que ça a donné. Je vais vous le lire, hein, ça va être plus simple, je pense, pour tout le monde. Alors, attendez, par contre, il faut que je mette... Non, remarque, on voit ma tronche, c'est suffisant. Donc, la sociologue Nathalie Heinisch s'exprimait mercredi à Poitiers sur le sujet de l'écriture inclusive. Une vingtaine de jeunes sont venus perturber son discours. Des jeunes woke, j'imagine. Je sais pas que c'est full droite plus de l'extrême. Alors, Heinisch, c'est compliqué. Je dirais pas que c'est extrême droite. Je dirais juste que c'est néoconservateur. Donc c'est à l'extrême droite ce qu'est Mathieu Bocoté au souverainisme. Voilà. Donc oui, c'est de la droite réactionnaire presque extrême. En gros, ils sont fâchés et fachos, mais un peu moins qu'un Éric Zemmour. Voilà. Parce qu'ils ont le côté, oui, on est des intellectuels, on est des sociologues. Comme quoi, tous les sociologues sont de gauche, c'est bien connu. Et donc Nathalie Heinisch, donc, une vingtaine de jeunes sont venus perturber son discours. Les locaux où elle s'exprimait ont été vandalisés. Voilà, c'est ça l'information importante du Figaro, c'est de dire, voilà, il y a des jeunes qui sont venus la perturber et les locaux où elle était ont été vandalisés. La sociologue du CNRS, donc là on met en avant évidemment le fait qu'elle est au CNRS, hein, le Centre National de la Recherche Scientifique, Nathalie Heinisch donnait mercredi soir à Poitiers une conférence sur un thème inflammable, l'écriture inclusive, ennemie du féminisme universaliste. Elle était invitée par l'espace Mendes France, une structure associative dédiée à la vulgarisation scientifique et au débat de société. Alors, moi, vous savez, je pourrais en rester là en me disant, oui, espace Mendes France, qu'est-ce que c'est que donc cette association? Voilà, juste, hein. Alors, culture, médiation scientifique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, donc... Alors, l'espace Mendes France a l'accusation d'homophobie et d'islamophobie. Alors déjà, ça commence bien. Donc ça, c'était mardi 29 novembre. Nathalie Heinisch, c'est quand qu'il a été publié cet article? Il y a 10 heures. Et donc, c'est quand qu'elle s'est fait attaquer? Mercredi. D'accord. Donc déjà, il y avait une réponse de l'espace Mendes France. Je vous propose les choses suivantes. Est-ce qu'on lit d'abord ce que dit l'espace Mendes France, qui est très court, hein, et ensuite on lit l'article sur Heinisch, par le Figaro, qui est tout à fait un journal de gauche, satirique et objectif. Voilà, évidemment. Comme Mendax avec les esthéticiens. C'est un peu ça, c'est un peu ça. En plus, c'est faux, il sait pas les maintenir, les cordons. Je propose de lire d'abord le truc de l'espace. J'aime bien l'espace, on y envoie des fusées et tout. Ok, bon, on va lire ça. Alors par contre, il n'y a pas un truc qui peut nous donner du tonus, là? Comme... Non, on va pas mettre de la trance. Allez, on va lire ça avec ça. Réponse de l'espace Mendes France à l'accusation d'homophobie et d'islamophobie.
L'espace Made in France a été interpellé depuis plusieurs jours concernant les conférences du mardi 29 novembre données par Nathalie Heinisch, sociologue et directrice de recherche émérite au CNRS, membre de l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Bon, c'est l'école où j'étais, hein, spoil. Voilà. Je pense que si je la croisais dans un couloir, j'hésite entre l'insulte ou pas. Mais bon, bref. Non, je déconne. Cette programmation est à l'initiative du laboratoire CERCA, Centre de recherche sur la cognition et l'apprentissage. Vous savez, les cognitivistes. Mais donc là, je vais un peu couper Twitch. Au plaisir de revenir ici bientôt. Bonne soirée à toutes et tous. Merci beaucoup en tout cas, Mathéouche, pardon. Merci énormément en tout cas. Je t'ai follow, c'était pas le cas. Donc je te relancerai évidemment un raid avec grand plaisir la prochaine fois. Et puis bien sûr, je passerai sur ta chaîne avec grand plaisir. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas, les gens, si ça vous intéresse aussi, à follow évidemment. C'est avec grand plaisir. Habituellement, les gens qui viennent... me raid dans la sympathie, dans le follow et dans le respect, habituellement c'est plutôt positif, donc bon. J'ai pas encore regardé ta chaîne, je vais le faire d'ailleurs pour en parler un peu. Mais Siao Tutti, ça marche. Putain, je vais regarder ça vite fait. Hop là. Comme ça je sais de quoi ça parle. Tac. Alors, journaliste, lolcat, consultant, mec sympa, prof ici, je décrypte l'actualité sur Internet en général. Mais super. Bon, allez, je note, en tout cas. Allez hop, ça part de côté. Comme Mathieu. Bref, Mathieu Bocoté. Donc, c'est parti. Cette programmation à l'initiative dans ce labo de l'université de Poitiers qui nous a sollicité comme souvent pour accueillir cet événement dans le cadre du CPR, contrat plan région INSEC. Bon, alors déjà juste un truc. Hein. Moi je veux juste savoir sur quoi bosse le CERCA parce que on va jusqu'au bout, d'accord? La cognition et l'apprentissage, d'accord. Est-ce qu'une personne plus intelligente a un plus gros cerveau? Soutenance de la... Qu'est-ce que l'intelligence collective? Les hommes et les femmes ont-ils vraiment des cerveaux différents? L'intelligence est-elle innée ou acquise? Ah, ça c'est intéressant ça. Elle est innée ou acquise? Qu'est-ce qu'il nous dit lui? Il n'y a pas de réponse définitive à cette question-là. Ok, bon déjà ça part mal. C'est encore une question qui interroge encore beaucoup de personnes. Ce qu'on sait que c'est ni purement génétique, ni purement environnemental. C'est une interaction entre les deux. Il y a effectivement des recherches qui montrent qu'il y a une part d'hérédité dans le développement intellectuel. Notre cerveau est programmé génétiquement et donc en partie notre intelligence. Mais l'environnement joue un rôle qui peut être négatif ou positif. Par exemple négatif pour les femmes enceintes qui prennent de l'alcool ou de la drogue, ça va avoir un effet délétère sur le fœtus et sur le développement futur de l'enfant. Mais on peut avoir, soyons optimistes, beaucoup d'activités de l'environnement positives. Bon, là on entend qu'il est en train de parler de l'intelligence au sens biologique du terme. Voilà. J'imagine. Par exemple, la qualité de la nutrition chez le bébé, chez l'enfant, joue sur le développement intellectuel. Voilà, donc tous les trucs. Les pratiques sportives et même la pratique d'un instrument de musique. Oui, donc tous les trucs. A un effet bénéfique sur le développement intellectuel. Donc tout n'est pas joué génétiquement, l'environnement joue aussi un rôle sur ce développement. Ok, donc l'environnement social. Ok, l'ami. Bon, déjà, ça a l'air pas si éclataxe, mais bon. Moi déjà le premier souci c'est qu'est-ce qu'il entend par intelligence. Mais exactement. Est-ce que l'intelligence artificielle est une forme d'intelligence? Bon, écoutez, étudiant en M1 du département de psychologie. Ok, quelques thématiques de recherche. Dispositif en eyes, le projet DISAP. Bon. Ok, donc quel rapport ce labo a mais quel rapport ça a avec la sociologie? Bon. Et l'écriture inclusive. Surtout, est-ce que dans les actualités et événements, ils montraient ça? Non. Ils en parlent pas de l'invitation de Heinisch. Bon, en tout cas, Heinisch est invité par ce labo, d'accord? Donc ça, on note. Qui fait pas de la sociologie,
ne fait pas de la linguistique et ne travaille pas du tout sur les questions sociales en général, mais sur les questions plutôt des facteurs biologiques et neurocognitifs, de ce que je vois. Ok. Bon, déjà, ça en dit beaucoup. Alors, juste... Tchac, tchac, tchac. Ok, je me permets de renommer le live quand même parce que Nathalie Heinisch, le fléau de la sociologie. Ça reste, enfin, je trouve que c'est plus porteur, plus vendeur et plus réel, quoi. Alors, donc, excusez-moi du coup. Parce qu'il y a des tas et des tas de définitions en fait. Bah, c'est comme si l'Evopsy qui expliquait la sociologie avec un point de vue éclaté et sans s'intéresser à la sociologie, ça fait très sciences de droite, c'est nickel. C'est ça, hein. Le boss de fin des sciences sociales. Donc, moi je mets de la psytrance, hein. Donc, c'est pour éloigner les droitards dès qu'ils entendent de la psytrance, ils ont peur, il y a trans dans le titre. Donc, l'espace Mendes France est un lieu d'accueil pour la recherche et la mise en débat des problématiques sociales et scientifiques. Bon, ça, d'accord. Hein. L'université et les différents acteurs et actrices de la région nous sollicitent en ce sens depuis longtemps. Par ailleurs, nous déplorons l'accusation d'homophobie et d'islamophobie à notre encontre, faisant fi de l'ensemble de la programmation menée ces dernières années sur les thématiques des sciences humaines et sociales, et pensée avec les différents laboratoires et organismes des universités, tout comme une multitude d'acteurs et d'actrices de la société civile. L'espace Mendes France, association loi 1901, est créé en 1989, reste et restera le lieu ouvert à tous et tous pour aborder et mettre en débat les enjeux de notre société en toute la complexité. Donc là, ils disent on n'est pas homophobe, nanana, on accueille les thématiques des sciences humaines, d'accord. Juste regarder leur programme, d'accord. Alors, les consommateurs du chocolat, la Terre et l'univers, cabinet ontologique, les maths sur mesure, non, c'est pas là. Louis Pasteur, la rage, la comprendre, sans transition, une nouvelle histoire de l'énergie, Jean Genet, notre père, animation spatiale, cycle de conférences pour les petits, tant qu'il y aura des étoiles, conférence sur le thème très divers, les abeilles, les fossiles, l'astronomie, le télescope. D'accord, mais... Bon, déjà, il n'y a pas de science... Putain, c'est dommage. Dans leur programmation, il n'y a pas de sciences sociales, là. Ah, programme, attention, de jeudi. Attendez, on va remonter. Ça se peut en secours, hein. La saga du français. L'exposition raconte les origines et l'évolution de la richesse de la langue française. Ah, on a un truc. Ce qu'on appelle l'ancien français est remplacé par le latin. Pourquoi? L'exposition raconte les origines, l'évolution de la richesse. L'exposition est réalisée... Non. Ok. Bon. Je sens que ça va être cringe. Mais non, mais pourquoi pas, hein, genre... Bon. Écoutez. Moi, je suis pas linguiste, hein, mais apparemment, ils ont déjà parlé un petit peu de questions linguistiques. Donc, pourquoi pas? Ne voyons pas le mal partout, tout de suite. Voilà. Hein. Ça c'est bien vous, hein, les jeunes wok. De suite, voyez le mal. Alors... Oui, ça, on l'avait lu. Bon, ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit pour que Nathalie Heinisch se fasse vilipender, qu'elle soit chassée comme ça de cette manière absolument terrible et affreuse, évidemment, et scandaleuse, je le rappelle, hein, c'est très grave, de cet endroit. Donc, d'ailleurs, on a accès à la totalité. C'est incroyable, le Figaro, il vous donne accès. Quand on vous donne un truc, accès totalement à un truc, c'est déjà que ça pue. Hein, mais quand c'est Nathalie Heinisch, enfin bref. Elle était invitée par l'Espace Mendes France, une structure associative, d'accord, ça c'est bon.
Depuis plusieurs jours, les réseaux sociaux et militants s'agitent, invitant à faire annuler la conférence. Le site Web86 info l'actualité rouge et verte de la Vienne, invitait par exemple, évidemment, un boycott ou un chahutage de la dite conférence. D'accord. Propose une conférence au titre évocateur. Ennemi du féminisme universaliste par... On imagine déjà les arguments sur la binarité du genre à maintenir absolument... Ok, donc ça déjà, c'est intéressant parce que c'est ce qu'ils ont envoyé au site Mendes France, j'imagine. Et c'est ça, donc c'est à ça qu'il a répondu en fait. Ok, c'est parti. On imagine déjà les arguments sur la binarité du genre et maintenir absolument comme protection des luttes féministes en totale négation des trans, non-binaires et tout autre genderfuck. Le discours est connu et n'est pas nouveau dans le féminisme. Affirmation des genres, pensée féministe, écriture féministe, défense de l'hétérosexualité, transphobie. Contre dépassement et abolition des genres, féminisme, matérialisme, homosexualité politique, fluidité des genres. D'ailleurs, le court texte qui présente la conférence prétend rappeler cette histoire de conflit intraféministe en la réécrivant tout à son avantage, n'hésitant à inverser les rôles ou à modifier la géographie des mouvements. Il n'existe pas une seule, mais au moins deux conceptions du féminisme. L'universaliste, qui prône la suspension de la différence des sexes lorsqu'elle n'est pas pertinente, et le différentialiste, qui prétend affirmer à toutes circonstances la première a été portée historiquement par le féminisme français. La seconde, par le communautarisme américain. C'est de cette dernière que procède l'injonction à l'écriture inclusive, ou plutôt excluante, qui, contrairement à ce que prétendent ses partisans, est de loin de représenter le tout du féminisme. Et surtout, elle contrevient profondément à la tradition de l'universalisme républicain, héritière des Lumières. Pardon. J'imaginais que la personne était en train littéralement de dire tellement de conneries à la seconde qu'elle était sans doute partie pour dire que la République c'était elle. Bref. Oh les mésontes féministes intersectionnelles. On passe sur l'écriture inclusive qualifiée gratuitement au passage d'excluante, sans aucune explication. Mais comme le drame, la dame travaille au CNRS, elle a sûrement raison. Mais oui. Mais enfin, Madame Heinisch, vous êtes en train de dire un petit peu que de fait, l'inclusivité qui se veut inclusive et excluante? Oui. D'accord, mais c'est un peu bizarre. Oui, mais je suis au CNRS. Oh, excusez-moi. J'ai cru que vous alliez dire une connerie, vous voyez. Et comme quoi, hein, faut jamais se baser sur les stéréotypes, hein, voilà. Hein. Ah là là. Bon. D'ailleurs, regardons le pédigré de Nathalie Heinisch. Allez, c'est parti. Eat the rich. Eat the rich, pardon. En 2003, elle s'oppose au Pax pour les homosexuels. En 2013, elle s'oppose au mariage pour tous. Elle est logiquement qualifiée d'homophobe par plusieurs sociologues. Bon, ça c'est un argument ad hominem, mais il est pas mal. En 2018, elle signe la tribune « 100 intellectuels contre le séparatisme islamiste », publiée le 20 mars 2018 dans Le Figaro. En 2021, elle publie le tract Gallimard, ce que le militantisme fait à la recherche, où elle défend la contamination de la recherche par le militantisme, une manière polie de défendre le mythe de l'islamo-gauchisme, gangrénant la recherche. Elle fait d'ailleurs partie de l'Observatoire du décolonialisme, un collectif décrit comme un média d'opinion anti-décolonial par arrêt sur image, qui, après le refus par le CNRS de le mener, avait publié un rapport sur l'islamo-gauchisme en 2021, étude reprise par Le Point, Le Figaro et Valeurs Actuelles. Que des sources sûres. Le fait de dire qu'elle est homophobe parce qu'elle a soutenu la manif pour tous, non, c'est le fait de l'attaquer avec l'argument de dire il y a plusieurs sociologues qui disent qu'elle est merdique, en fait. Mais voilà. Mais c'est pas à dominer, mais c'est un argument d'autorité, quoi. Dire même les sociologues disent ça. Parce que Michel Maffesoli, par exemple, est un sociologue de formation, oui. Ou Edgar Morin, de formation, oui. Ou Mathieu Bocoté, de formation bidon, mais oui. Et donc, s'ils disent « Joyeux sociologue est une chaîne de vulgates qui est totalement nulle et qui est même pas capable de faire de la bonne sociologie »,
Ben, à tous les coups, un jour, un article pourra dire ça. Je sais pas si je suis assez connu, hein, mais qui dira joyeux sociologue. Effectivement, qui est qualifié comme non sociologue par des sociologues. Ça fait mal ça. Bon, après en soi, ça me paraît pertinent de dire qu'il y a des critiques dans son propre milieu. Oui, tout à fait. Non, mais tout à fait. Mais voilà. On comprend très bien. Moi, j'aurais mis le texte de Arnaud Saint-Martin, par exemple, sur AOC. J'essaierai de vous le trouver, il est très intéressant sur la niche. On comprend très bien l'infusion des pensées d'extrême droite dans sa vision d'un féminisme essentialiste, unicité de la communauté à défendre, les femmes en tant que mythe, genre indéboulonnable, et peur de l'ennemi intérieur, les trans n'étant que des hommes et pour toujours ayant infiltré les luttes féministes. Cette pensée nauséabonde, réactionnaire, excluante et discriminatoire n'a rien à faire dans l'espace public. J'appelle évidemment au boycott ou au chahutage de la dite conférence de demain, ou mieux encore, son retrait par l'EMF, l'espace Mendes France, s'il veut conserver un peu de son sérieux dans sa mission à contribuer à une meilleure compréhension par toutes et tous de notre complexe mouvant. PS, pour poursuivre sur Nathalie et ses idées d'un autre siècle, plusieurs billets sur le blog Mediapart. Voilà, donc la réponse de l'espace Mendes France, le communiqué, est vraiment à chier parce qu'ils disent « Eh mais c'est d'où vous nous accusez voilà, d'homophobie, d'islamophobie. » Alors, je suis peut-être pas chercheur, j'ai peut-être pas le statut de chercheur, hein, mais si vous voulez, vous pouvez rajouter que joyeux sociologue, ex-étudiant à l'école des hautes études en sciences sociales, voilà, qui connaît un petit peu la sociologie, qui a été formé sur le sujet, vous dira que Nathalie Heinisch, c'est de la merde pour parler de féminisme, d'inclusivité et tout ça. Donc, et je veux dire, si vous cherchez 30 secondes sur le CV de la personne, vous vous rendrez compte qu'elle n'a publié aucun article scientifique, aucune valeur scientifique, de travaux à valeur scientifique sur ce sujet-là, en fait. Elle est pas... Je veux dire, elle a fait un kiosque... Enfin, elle a fait une tracte Gallimard. Alors, oui, je sais, il y a des tracts Gallimard qui ont été faits contre Zemmour, etc., par des historiens, c'est vrai. Mais là, on fait un tract Gallimard pour dire ce que le militantisme fait à la recherche. D'accord, mais je sais pas, c'est pas du travail de Gisèle Sapiro, de Pierre Bourdieu sur les sciences ou d'autres. Je veux dire, il y a des gens réellement qui font ce travail. De dire c'est quoi le militantisme dans le monde savant, etc. Elle fait pas ce travail-là. Elle fait une tracte dans lequel elle fait les wokistes, le nombre de thèses. Enfin, vous voyez quoi. Ah oui, elle est pas dans son champ de recherche, mais totalement. J'ai le temps de lire tout l'article du Figaro en question, mais du coup, je suis assez d'accord sur le fait qu'essayer d'empêcher des gens de s'exprimer et revenir sur les lieux pour briser la porte vitrée n'est pas quelque chose qui devrait se faire, vu ce que tu dis sur cette femme, je suis évidemment pas d'accord avec elle, mais il faut lui répondre sur le fond. La censure et le vandalisme ne me semblent pas une réponse adaptée. Ça, c'est fou l'argument d'autorité. Pour le coup, non, tout évoqué comme un travail scientifique. Non, mais bien sûr. Mais en fait, ce que je veux dire, je veux bien répondre du coup à ce que tu as dit, Goncalves, parce que c'est assez intéressant pour le coup. Je me souviens avoir entendu une Wachowski dire qu'il faut laisser tout le monde s'exprimer et répondre sur le fond. Je suis d'accord avec ça. C'est cette manière de répondre est assez médiocre, me semble assez médiocre. Bon. Alors nous n'avons pas d'amis à Mediapart, pas de complaisance. Et nous, merci beaucoup, nous Clara. n'avons pas d'amis. Merci pour et le follow. Parfois, c'est dur. Merci pour le follow. Il n'y a pas les alertes box. Attendez, je vais mettre l'alerte box. Tac. Elle s'affiche pas. Mais si, elle est censée. Pourquoi elle s'est pas affichée? Ah, mais je sais pourquoi. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi, moi. Regardez, hop. Non, mais j'ai fait n'importe quoi ce soir. Bon. Donc, merci beaucoup pour le follow. Et donc, ce qui se passe, c'est que, bon, déjà, quand on parle de Nathalie Heinisch, on a vu effectivement le bagage, le pédigré et tout ça. Maintenant, petit cours sur les mouvements sociaux. D'accord? En quoi interdire un vocabulaire ou interdire une personne qui s'exprime dans l'espace public avec des propos haineux et
obscur, c'est un problème. Est-ce que c'est pas là, finalement, la bonne réponse de fond qui signifierait, tout simplement, que quand quelqu'un fait de la désinformation, on lui répond. Mais on lui répond sans équivoque, parce que vous pouvez pas répondre de fond avec quelqu'un qui n'a pas de fond lui-même. En fait, vous comprenez? Je veux dire, Éric Zemmour, moi, je perdrais un débat contre lui. Je sais pas si vous vous rendez compte, je dis pas que je suis hyper fort en débat, je dis juste que Éric Zemmour me gagnerait contre moi très facilement, pour une simple et bonne raison, c'est qu'on ne débat pas du fond avec un Éric Zemmour, comme on ne débat pas du fond avec une Nathalie Haynisch. En fait, ces gens-là, ils utilisent des arguments d'autorité. Leur présence même est présentée comme un argument d'autorité. Vous avez Nathalie Haynisch qui est présentée comme une chercheuse au CNRS, émérite, ce qu'elle est dans les statuts. Sauf que, c'est quoi la spécialité de Nathalie Haynisch ici? Est-ce que vous la connaissez réellement pour ses spécialités? Moi, je peux vous les donner. Hein. Vous savez sur quoi elle a travaillé, Nathalie Haynisch? Sur l'art. Sur l'art. Et elle n'a pas fait une critique du wokisme dans l'art ou quoi, hein, sur l'art. Les enjeux de l'art. Qu'est-ce que c'est, les galeries d'art, machin, etc. Elle n'a pas travaillé sur ces objets. Et elle ne travaille pas sur ces objets en tant que sociologue. Elle ne fait pas un travail de fond sociologique. Moi, je n'attends que ça qu'il fasse, effectivement, l'art contemporain. Moi, je n'attends... Merci, Claire. Je n'attends que ça, qu'elle fasse un combat de fond, un truc de fond. Vraiment, hein, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut déconstruire la déconstruction? Est-ce que l'intersectionnalité, c'est de la déconstruction? Qu'est-ce que c'est de déconstruire en sciences sociales? Est-ce qu'on part pas sur des préjugés, etc. L'écriture inclusive, qu'est-ce que ça amène? Mais elle peut faire une analyse linguistique. Personne ne lui interdit. Comment ça se fait qu'on parle, qu'elle est là à parler avec son micro de l'écriture inclusive, etc., mais qu'elle cite pas déjà le nombre de collectifs qui existent, qui travaillent sur l'écriture inclusive, qu'elle n'est pas capable de sourcer ne serait-ce qu'une seule écrivaine chercheuse autour de l'intersectionnalité et du féminisme, ça dit beaucoup sur une personne, ça. Non, parce que moi aussi, hein, je peux dire, ce que je fais là, Nathalie Haynisch, mais à aucun moment, je vais vous sourcer ce qu'elle dit. Ça se peut, tout ce que je vous dis, c'est n'importe quoi. Et elle fait ça, en fait. Elle fait ça, littéralement. Elle poursuit des fantômes. Voilà. C'est super bien, parce qu'on a l'impression qu'elle poursuit quelqu'un réellement. Mais sauf que non, elle poursuit personne. Par contre, la chose qu'elle fait en faisant ça, c'est qu'il y a des minorités, des personnes minorisées, hein, LGBT, etc., à qui on va dire « Ah ben tu vois, ton histoire d'écriture inclusive, c'est de la merde. Hein. J'ai écouté sur France Inter Nathalie, hein, tout à l'heure, elle dit que c'est de la merde. » C'est ça que ça fait, en fait. Donc, quand vous dites il faut se battre sur la place des idées, mais moi, je rêve qu'une telle place existe, mais en fait, ça n'existe pas. Vous avez effectivement du débat qui peut être organisé sur une émission de télé, de différentes manières, entre deux livres, entre deux articles scientifiques, entre des réponses à des chercheurs, entre chercheurs ou pas, sur un journal connu comme Le Monde Diplo. Vous pouvez faire des débats, il y a plein de manières de faire des débats très constructifs, effectivement, sur le fond des choses. Mais aller jusqu'à dire qu'un mouvement social n'est pas légitime parce qu'il l'empêche de s'exprimer, non pas un débat, non pas une discussion, mais un avis idéologique sur le mépris, enfin, qui méprise des gens qui se font assassiner, tuer au nom de leur genre dans la société, mais on marche sur des casseroles. Vous allez avoir un Zemmour, Marine Le Pen, vous défendrez le fait qu'il puisse, argument extrême, hein, j'avoue, hein, mais vous défendrez qu'il puisse se battre sur la place des idées, discuter, échanger sur le fond, sans déconner. Non, parce que Nathalie Haynisch, on parle de quelqu'un, oui, qui est chercheuse, c'est vrai, sauf que vous savez, il y a eu des chercheurs, effectivement, qui étaient d'extrême droite, ça existe même. Et au prétexte qu'ils sont chercheurs, on devrait accepter de débattre sur le fond des choses. Vous voyez un peu le problème. Et surtout, on peut pas dire oui, ça invalide le mouvement social, nanana. Mais qui on est pour dire ce qui est invalide ou pas?
Est-ce que les mouvements sociaux, déjà, de toute façon, ils sont pas invalidés de facto par une société patriarcale, misogyne, sexiste, raciste, classiste? Est-ce que déjà, on part pas déjà perdant dans le débat public? Oui, du moment qu'il y a de la place pour leur répondre, les personnes en question qui étaient dans la salle pouvaient lui soumettre des remarques en question, remettant en cause ses propos. Mais non, je suis pas sûr, Goncalve. Déjà parce que, premièrement, elle aura toujours le plus grand débit de temps de parole. C'est-à-dire que là, ici, vous pouvez essayer de dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi. À la fin, c'est moi qui vais parler plus. Et c'est moi qu'on entend. Voilà, j'ai un micro, de facto. Donc, c'est vraiment une domination. Déjà, c'est un débat vertical qui est entre nous. Je veux dire, moi, je dis des choses. Vous êtes d'accord, pas d'accord, vous commentez dans le chat. Et moi, en vrai, je suis même pas obligé de vous lire. Bon, un peu quand même, c'est l'idée. Mais je pourrais ne pas vous lire. Vous voyez ? Et si je ne vous lisais pas, ça tairait une partie de ce que vous avez dit. Donc en fait, la domination dans l'espace public, elle est intrinsèque à celui-ci. Il y a une domination dans nos rapports sociaux. Bon, ça c'est un fait. Maintenant, comment on fait pour l'atténuer ? Effectivement, quand on débat entre deux livres interposés, entre un article, ou même sur un plateau de télé, mais on va imaginer avec une grande bienveillance entre les débatteurs et débatteuses, et pas de sexisme, pas de raccourcis, pas de procès d'intention. Imaginons, ça existe. L'autre jour, j'ai vu une émission au Québec. Waouh, un vrai débat de fond. Mais voilà, donc ça existe. Mais quand vous avez quelqu'un qui n'est pas un adversaire politique, mais un ennemi. Vous savez la différence entre un adversaire et un ennemi. Un adversaire, c'est quelqu'un qui est adverse, qui est opposé à votre opinion, à vous, etc. Un ennemi, c'est quelqu'un qui en veut à votre vie. C'est quelqu'un qui s'attaque à votre existence, qui la remet en question, toute sa légitimité. Salut Dédé. Donc c'est pas la même chose. Donc de base, est-ce qu'on a raison ou pas de laisser Heinisch fustiger de la sorte le wokisme, oh mon Dieu, oh c'est terrible, tous ces pauvres chercheurs prisonniers du militantisme woke en France? Mais vous imaginez ce que ça crée? Déjà, ça crée une vision biaisée des sciences sociales. Il y a des gens qui sont persuadés que, comme il y a une sociologue qui dit que c'est de la merde, tout le monde pense que c'est de la merde dans le milieu académique, y compris le Figaro apparemment. Ça crée des paniques morales. Tout à fait d'accord avec toi, Solaris. Mais au tien et tout. Mais non. Mais voilà. Il faut se rappeler que la finalité de l'ED, c'est d'exterminer les minorités. Mais exactement, exactement. Et on peut pas, à mon avis, mettre sur le même plan une chercheuse au CNRS qui est dans un colloque scientifique, et donc là où va y avoir un débat, mais les colloques, ça se fout sur la gueule, vraiment. Et une chercheuse à qui on tend le micro et qui, à un moment donné, va pouvoir dire à des gens qui d'ailleurs ne sont pas des scientifiques de formation, qui ne sont pas formés là-dessus, ce qu'elle veut. Vous voyez bien que ce que ça exerce, quoi. Alors c'est très bien qu'il y ait des scientifiques qui fassent de la vulgarisation. Moi-même, j'en fais sur Twitch. C'est très bien qu'il y ait des gens qui viennent parler de ces sujets. Mais attention à qui on invite. Est-ce que c'est des gens qui travaillent sur ces sujets? Est-ce que Nathalie Heinisch travaille sur l'écriture inclusive? Vraiment? Parce que même l'entête, si elle avait mis juste l'écriture inclusive, le féminisme et l'universalisme, ça aurait déjà été un tantinet moins boycottage, quoi. Donc, je vous lis la suite. Il est reproché à Nathalie Heinisch par l'ultra-gauche ses propos sceptiques sur le mariage pour tous et la PMA pour toutes, ainsi que son opposition au wokisme. Bon, déjà, définissez-moi wokisme. Moi, j'en ai marre. Ça me saoule. Elle est accusée d'être homophobe et islamophobe.
Ben oui, elle est accusée, effectivement. Ce n'est pas la première fois qu'elle est victime de la culture de l'annulation. Alors là, la fameuse cancel culture. Mais oui, Nathalie Anish n'est pas invitée à s'exprimer dans Valeurs Actuelles, Le Point, Le Figaro, France Culture, France Inter, de manière coutumière. Même les éditions Gallimard font appel à elle pour ses tracts. Mais non, elle est cancel, évidemment. Elle ne peut pas se balader dans le HESS sans qu'un étudiant woke lui tombe dessus. On marche sur des œufs. C'est incroyable. Utilisé au premier degré. Oui, non, mais ça fait bizarre. Hein. Les dernières élections avec Marine qui faisait top 2 dans la partie du Fortnite national. De Fortnite national. Je suis pas sorti de chez moi. On a eu des retours de maraude de fachos par chez nous. Mais c'est ça, c'est ça. Ce sont pas des adversaires, mais bien des ennemis, c'est ça. Vraiment, cancel culture et wokisme, je sais quoi penser quand c'est utilisé au premier degré. Lorsqu'en 2017, elle a reçu le prix Pétrarque, je ne connaissais pas, du Monde pour son livre « Des valeurs, une approche sociologique », Gallimard, une pétition lancée contre elle par le sociologue Geoffroy de la Cassanerie avait recueilli 1800 signatures. Alors, je sais pas si vous connaissez Geoffroy de la Cassanerie. Il est très pote avec Didier Ribon, qui a écrit Retour à Reims. Et il fait partie de cette clique un petit peu de sociologues très... Enfin, de sociologues... Enfin, pour moi, il fait plus de la philosophie, mais voilà, c'est spécifique, quoi. Donc... Alors là, on met en lien, évidemment, avoir aussi, écriture inclusive, derrière des bonnes intentions, un effet dévastateur. Voilà, évidemment. Mais pourquoi on met Mathilda? Pourquoi on met Mathilda? Mais ils se sont tapés un délire. Ok, ils se sont... Non mais... c'est moi devant la lecture de cet article. C'est nous devant cette lecture. Regardez, un droitard, il change, mais il est toujours blanc. Non, pardon, mais c'est trop. Bon, Charivari et dégradation des locaux. Cette fois, c'est aller encore plus loin. Non, mais déjà, genre cette fois, c'est aller encore plus loin. Tu veux un verre d'eau? Non, cette fois, ça allait encore plus loin. Un groupe d'une vingtaine de jeunes s'est présenté à l'entrée du lieu où elle donnait sa conférence. Certains avaient des pancartes. Non mais et je vous le fais en mode JDR, j'en ai marre. Je peux pas prendre ça au sérieux. Allez, je le fais en mode JDR, d'accord? Pour ceux qui sont habitués. Hein. Un groupe d'une vingtaine de jeunes se présente à l'entrée du lieu. Avec certains avec des pancartes. Vous voyez que l'administration a décidé de les laisser rentrer, mais en leur demandant d'inscrire leur nom, étant donné qu'ils ne s'étaient pas inscrits à l'avance. Ils se sont assis à l'avant de la salle, et dès que l'animateur a présenté le nom de Nathalie Anish, ils se sont mis à faire un charivari, c'est-à-dire un battement des mains, cris, invectives, rendant impossible toute prise de parole. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes Nathalie Anish. Ah oui, avec une musique épique de JDR. Mais oui, je suis bête. Oh, attendez. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-unes. Très bien. Bon, j'ai mis une musique western. L'administrateur du lieu leur a demandé de sortir. Soit ils restaient écouter et discuter, ou ils s'en allaient. Ils n'ont pas bougé et ils ont continué le charivari. Du coup, Nathalie Anish a demandé d'appeler la police. Ce qu'il a fait en annonçant à l'assistance. Au bout de 2 minutes, les perturbateurs avaient quitté les lieux, après avoir quand même tenté de monter sur la scène.
Mais un appariteur les en a empêchés. Bref, tout ça pour vous dire que la police arrive sur les lieux. Quand la police arrive sur les lieux, elle est restée jusqu'à la fin de la conférence. Et ça a pu se dérouler normalement. Mais dans la nuit, les locaux de l'EMF ont été vandalisés. D'après la Nouvelle République, l'attaque a visé les 2 grandes portes vitrées permettant d'accéder à l'EMF et 3 vitres situées au-dessus. Un gros trou était visible sur les vitres, d'après le personnel, comme si elle avait été attaquée au piolet. L'espace Mendens France va porter plainte pour ces dégradations. Et salut à toi, Kofori! On est en train de parler de Nathalie Heinisch. Mais façon JDR. Bon. On va faire un petit jet de dés pour Nathalie. Hein. Un petit jet de dés. Est-ce qu'elle va s'en sortir moralement? Elle a fait 11 sur 20. C'est un échec. Les militants LGBT engagés dans ce type d'action se coordonnent pour systématiser ces charivaries et posent l'alerte sur les noms et personnalités qu'ils souhaitent réduire au silence. Bon, alors déjà, voilà. Hein. Et puis, sincèrement, est-ce que réellement c'est ça ? Bon. Cette perturbation de conférence intervient quelques jours seulement après l'annulation de 3 conférences. Ah, donc quand même, il y avait déjà des annulations. Attendez, on va plutôt mettre celle-là. Voilà. Allez, c'est parti, JDR Nathalie. Cette perturbation de conférence intervient quelques jours seulement après l'annulation de 3 conférences de la pédopsychiatre Caroline Eliachev sous la pression d'activistes trans. Mais évidemment, parce que, évidemment, c'est la même chose. Voilà. Toutes les étoiles se coordonnent. Les woke, les militants LGBT engagés dans ce type d'action se coordonnent pour systématiser ces charivaries et posent des alertes sur les noms des personnalités qu'ils souhaitent réduire au silence. Alors, question le chat. Je m'adresse à vous. Savez-vous ce qu'est un charivari ? Ne cherchez pas sur Google. Alors, le charivari est une pratique militante qui, à l'origine, était une pratique bourgeoise, même noble, qui consistait tout simplement à aller en bas des immeubles, de là où, en gros, quelqu'un faisait un truc qui n'était pas très catholique, hein, si vous voyez ce que je veux dire, avant le mariage, et il faisait du bruit avec des tambourins pour faire chier, tout simplement, les 2 comparses. Bon, comme vous l'imaginez, ça n'a pas duré très longtemps et ça est devenu très rapidement un truc social avec des gens de différentes origines qui ont décidé tout simplement de faire chier la bourgeoisie tout court avec cette technique. Voilà. C'est les fameux gens qui, pendant tout simplement les gilets jaunes, venaient avec des casseroles devant les mairies et tapaient fort dessus. C'est du charivari. Bref, le but du charivari, il est tout simplement de perturber. Vous voyez ? Il n'est pas de détruire, de casser, il perturbe l'organisation d'un événement. Bon, il peut se faire avec, mais voilà. Une manif, quoi. C'est ça. Donc on est loin des méchants woke qui font tout pour tout détruire, le monde. Enfin, voilà. Donc, dans ce type d'action, ils se coordonnent pour systématiser ces charivaries et posent des alertes sur le nom des personnalités qu'ils souhaitent réduire au silence. Après Caroline Eliachev à Lille, il y a donc tout lieu de penser que cela se reproduira à l'échelle nationale. Souligne Nathalie Heinisch, qui appelle les institutions à faire preuve de courage et à résister à la pression des militants. Contrairement à ce qui s'est passé à Lille, le responsable de l'association de Poitiers n'a pas hésité à faire jouer la force publique en appelant la police. Et cela a suffi à rendre la conférence possible. Donc en fait, elle n'a pas été éjectée de la conférence. Merde. Elle n'a pas été éjectée de la conférence. Non mais, c'est incroyable.
Et là, c'est magnifique parce que de structures accueillant des conférences, et notamment les universités, prennent leurs responsabilités en n'hésitant pas à utiliser la loi, qui est, rappelons-le, de notre côté. Attendez, je le zoome. Non, quand même, il est beau. Attendez. Voilà. Voilà, la loi qui est de notre côté. Voilà, planche, universitaire, etc., etc. C'est... Non, mais voilà, c'est magnifique. Bon, tout ça pour dire que finalement, Nathalie Heinisch, qu'est-ce qu'on s'en tamponne? Moi, je pense que c'est une bonne chose que des gens aient tenté d'annuler ce genre d'événement, et que c'est une bonne chose que, dans une moindre mesure, finalement, les associations ne soient pas invitées, ou en tout cas soient au moins invitées à checker leurs invités là-dessus. Enfin, ça me paraît... Et c'est nous qui paraissons intolérants, en fait. Genre, juste, vous invitez pas Éric Zemmour à un événement par accident. Au bout d'un moment, et vous vous étonnez pas que des gens sont pas d'accord avec ce choix. Enfin, voilà. Donc, c'est... Elle dit quoi de mal, Nathalie? Je ne la connais pas. Alors, Nathalie Heinisch, en fait, c'est une chercheuse au CNRS, émérite, qui ne connaît rien, en fait, tout simplement au wokisme, au LGBT, etc. Et qui, du coup, a des positions très néoconservatrices et qui, sans travailler sur le sujet, prend parole publiquement, assez couramment, pour parler de ces sujets. Je vais vous donner un exemple, parce que je pense que lire un article, c'est pas très parlant. Du coup, moi, je vous propose... Voilà, on va écouter Nathalie Heinisch sur France Inter, parce que quand même c'est important, hein. Ah bah c'était... Non, c'est France Inter plutôt. Voilà. Bon, on va faire un résumé, d'accord? France Inter. On va faire un résumé. Nicolas Demorand. Le 7-9. Bon, déjà, ça commence bien. L'invité du grand entretien de la matinale est aujourd'hui sociologue au CNRS, spécialiste de la sociologie de l'art, de l'identité et des valeurs. Elle publie dans la Non, sociologie de l'art, des valeurs, c'est vrai, mais... collection Tract chez Gallimard, ce que le militantisme fait à la recherche. Voilà. C'est pas du tout ton sujet, mais... Vous aurez la parole dans une dizaine de minutes au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application d'Inter. Bonjour Nathalie Heinisch. Bonjour. Et merci d'être à notre micro ce matin pour nous parler de ce texte d'intervention qui met brutalement les pieds dans le plat inflammable, et ces derniers mois enflammés, de la politisation de la recherche à l'université. On a en tête... Donc là, on sous-entend que ces derniers mois, donc là, il parle évidemment de l'affaire... avec notre ami Stéphane Beau qui a eu et Gérard Noiriel qui avait sorti, vous vous souvenez, un ouvrage qui s'appelait Classe et race, et en fait qui avait tout simplement pour but de montrer que la race ne pouvait pas supplanter à la classe sociale, sauf que cet ouvrage se disait contre l'intersectionnalité, alors qu'en fait c'est un ouvrage qui ne citait pas de travaux intersectionnels et qui n'était pas capable d'en citer même l'origine. Pascal Marie-Chalard, qui est un sociologue, a fait d'ailleurs une très bonne note de lecture sur cet ouvrage. Bref, donc toujours est-il que Stéphane Beau et Gérard Noiriel avaient été invités sur France Inter et ils s'étaient plaints que voilà, ils pouvaient plus s'exprimer, on peut plus rien dire, blablabla. Et bref, là c'est exactement la même chose, sauf que là il est en mode bon, vraiment le débat est enflammé actuellement, madame. Attendez, je vous la fais un peu à la Zerator, hein, mais le débat est enflammé, bon sang, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, madame Heinisch? Voilà, quand même, les universités sont en flammes, le wokisme a conquéri le monde. Bon, vous imaginez bien les abus de langage. Hein. La polémique sur l'islamo-gauchisme qui gangrènerait l'université française, selon les mots de la ministre de l'Enseignement supérieur. Oui, ça n'a pas aidé la ministre de l'Enseignement supérieur. Et de la recherche, on va y venir évidemment dans quelques instants. Mais d'abord, dites-nous, Nathalie Heinisch, ce qui vous a poussé à écrire ce tract. Quelles menaces ou quels risques portent, selon vous, ce que vous appelez les académo-militants? Expliquez-nous. Ce qui m'a poussé à faire ça, c'est à la fois la colère et l'inquiétude de voir le monde universitaire, donc le monde des enseignants et des chercheurs, de plus en plus
poussé vers une conception militante de la recherche. Donc là, vous imaginez, on utilise le terme de plus en plus. Un sociologue, un certain Arnaud Saint-Martin, a travaillé là-dessus et il a rendu compte qu'en réalité, le nombre de recherches de plus en plus intersectionnelles n'était pas du tout la majorité de la recherche française et était même une très très petite minorité de la recherche. Donc en fait, quand elle dit de plus en plus, c'est faux. Il y a eu une très pauvre augmentation, mais vraiment très minime. Je crois que c'est 0,3% de thèses sur le sujet, mais en fait non, c'est vraiment que dalle. Et ça représente même pas 1% des sujets de thèse, si je m'abuse. Donc Nathalie Heinisch... C'est-à-dire utilisant des causes qui sont parfaitement légitimes sur le plan politique, la lutte contre les discriminations, la lutte contre les inégalités, etc., pour en faire des visées de la production et de la transmission du savoir. Or, alors, déjà d'une part, les savoirs sont politiques. Voilà, c'est juste ça. Point Godwin ou pas? Vous n'avez pas besoin. Les savoirs sont politiques. On a tous n'importe quel courant politique a des intellectuels, il a des savants, il a des penseurs, il a des chercheurs qui travaillent de différentes façons. Mais en fait, c'est selon, évidemment, on va dire le point politique que ça travaille de telle ou telle manière, quoi. Donc bon. Enfin bon. Ah, mais ils sont trop grands, les émotes. Enfin, je les réduise. Faut que je réduise les émotes. Enfin, je vois ça. Bref. Il me semble que c'est un dévoiement fondamental de ce pourquoi nous sommes payés par la collectivité. Nous avons la chance d'être payés par nos concitoyens pour produire et pour transmettre du savoir, des connaissances. Donc là, elle est en train de dire déjà, sous-entendre que tous les chercheurs qui travaillent sur l'intersectionnalité sont titulaires. Et non pas pour transformer le monde, qui est encore une fois un objectif parfaitement légitime, mais qui a sa place dans le monde civique et politique, celui des associations, des syndicats, des partis, du Parlement, etc., mais pas dans les salles de cours et les publications scientifiques. Et on en voit bien d'ailleurs la raison avec ce rapport Duclerc sur le Rwanda, le rapport d'historien qui a été commandé par le chef de l'État. On imagine bien que si ces historiens avaient travaillé dans un esprit militant, avec l'idée que ce rapport servirait simplement à illustrer une position préconçue, soit en faveur, soit en défaveur de la responsabilité de la France, ce rapport n'aurait eu aucune validité scientifique et aucun effet politique. Et on voit bien du même coup... Entièrement faux. Il y a des tonnes d'historiens qui ont travaillé, par exemple, sur les actes de Philippe Pétain, de Maurice Papon et de bien d'autres personnes qui ont eu un poids, effectivement, sur le plan politique. En fait, il y a plein d'exemples qui invalident ce qu'elle est en train de dire. L'importance de l'autonomie de la science, et c'est cette autonomie qui est en train d'être piétinée par, malheureusement, un grand nombre de Nous n'avons pas d'amis à Mediapart, pas de complaisance. Merci beaucoup pour le follow, Shiba le pirate. Parfois, c'est dur. J'aime beaucoup ton pseudo. J'adore. J'adore. Je valide. Vous appelez la confusion des arènes. Il faut nous expliquer ce que ça veut dire. Je le dis dans mes mots, ce sont les chercheurs qui, par militantisme, brouillent la frontière entre l'arène politique et l'arène universitaire. Alors déjà, ça le... Non mais... Enfin bref, on va pas regarder toute la vidéo. On va l'écouter encore plus, parce que je crois qu'elle sort vraiment des trucs un peu what the fuck à un moment. Universitaire, des objectifs, un vocabulaire, des visées, etc., qui encore une fois sont légitimes dans le monde politique, mais qui n'ont pas leur place dans le monde scientifique. Vous pensez à quoi, par exemple? Quel type de combat? Ah, voilà. Par exemple, le combat féministe, Il n'a pas sa place à l'université. Non, il a... Alors, c'est bien connu qu'à l'université, les violences sexistes et sexuelles n'ont pas leur place. Mais les débats sur les violences sexistes et sexuelles n'auraient pas leur place à l'université. Genre, c'est une grande blague, cette personne. Le problème est toujours du point de vue de l'observateur. Mais c'est même pas le point de vue de l'observateur, là, qui est dans le problème.
Et oui, je suis diplômé en sociologie. Le problème, c'est justement qu'on a quelqu'un, littéralement, qui est en train de nous dire que finalement, le féminisme n'a pas sa place à l'université. Mais alors, pour faire court, rappelez-moi l'histoire des rapports, des études, les premières études sur les rapports sociaux des sexes. On appelait ça comme ça. Ça a été fait par qui ? Par des femmes qui sont allées à l'université, qui étaient des féministes. Voilà. Donc en fait, il n'y aurait pas eu de féminisme, il n'y aurait pas eu d'avancée sur le plan politique de ces sujets, il n'y aurait pas eu de travaux de recherche dessus. En fait. Donc déjà, ça invalide totalement ce qu'elle est en train de dire. Et oui, du coup, moi j'étais spécialisé en sociologie des mouvements sociaux et sciences et techniques. L'étude de la différence des sexes, le travail historien sur les discriminations est parfaitement légitime. En revanche, l'université n'est pas là pour modifier les choses, pour faire advenir une meilleure égalité. On a pour ça, encore une fois, des luttes, des institutions qui n'ont pas à brouiller, à entamer la qualité du travail de la recherche. Non, mais la recherche n'est pas neutre, en fait, Nathalie. Je veux dire, toi qui te targuais à un grand mensonge de dire que c'était Bourdieu qui avait fait ta thèse, qui avait signé ta thèse, je veux dire, c'est assez étonnant que tu dises ça. Non ? Enfin bon, la recherche scientifique en France, mais comme plein de pays en fait, voire partout, elle a un rôle politique. Elle a un rôle politique parce qu'elle transmet des savoirs qui amènent finalement des réflexions, et les réflexions même sont basées sur des plans sociopolitiques, socio-économiques, socio-culturels, qui ont une visée ou une portée politique à un moment. Donc en fait, on ne peut pas dire « ce n'est pas politique ». Je veux dire, c'est la fameuse phrase finalement de dire « tout est politique » en fait, de Lucien Lefebvre. Mais vraiment, il y a... Oui, c'est politique. Parce qu'une recherche qui est entièrement orientée vers l'idée d'illustrer ce qu'on sait déjà, de démontrer des choses qui relèvent des convictions, n'est plus de la recherche. Mais la discrimination, par exemple, ou ce que vous disiez sur le féminisme, ce sont aussi des sujets d'enquête intellectuelle et totalement. de travail universitaire. Totalement, on ne très sait juste. pas tout déjà. Très juste. Absolument. Donc dans ce cas, ils sont tout à fait légitimes, à condition d'être conduits de façon correcte, rigoureuse. Or, on voit bien que cette contamination de la recherche par le militantisme entraîne des effets de stéréotypes, de concepts transformés en slogans, de découverte de la Lune. On ne cesse de redécouvrir les mêmes choses. Enfin, par exemple, l'idée que tout serait socialement construit. Tout est socialement construit, mais c'est-à-dire les inégalités entre les hommes et les femmes, la différence des sexes, les races, etc. Des genres. T'as pas compris qu'on disait genre, par exemple. Mais on vit dans un monde humain, donc totalement pris dans le langage, dans les institutions, dans les normes, les valeurs, etc. De fait, tout est socialement construit. Donc l'idée d'en faire une découverte est quand même très naïve. Ou l'idée de l'intersection. Mais non, parce que c'est pas parce que tout est construit socialement qu'on peut pas découvrir que les fondements de cette construction, en fait. Ça, c'est vraiment une idée extrêmement obscurantiste parce que tu sous-entends que finalement, comme on a déjà travaillé sur le féminisme ou l'histoire du féminisme, on va pas découvrir dans le féminisme, par exemple, dans la question finalement de l'aérospatiale, du féminisme dans la question des sciences des ingénieurs, on va pas découvrir finalement du sexisme, ou si on le découvre, bah, ça a déjà été dit de toute façon que c'est socialement construit. Le sexisme, donc ça va, on n'a pas besoin de travailler dessus. Mais non, moi je pense qu'au contraire, si on veut viser politiquement, socialement, pointer du doigt certaines discriminations, il faut les détailler et les nuancer, tout à fait. Tu sais qu'a fait de la politique Attends. Tu sais qu'a fait la politique à mes recherches, donc je confirme à mon grand regret. Attends. J'ai pas compris, Kido, je suis désolé. J'ai pas compris du tout. Donc ce grand terme à la mode, moquez, hein. qui fait le croisement, disons, entre ce qu'on peut appeler le néo-féminisme et les études décoloniales, et qui consiste à constater qu'une femme de couleur a moins de chances dans la vie qu'un homme blanc. Bon, c'est ce que j'appelle découvrir la Lune. Oui, mais on peut la documenter, cette réalité. On peut certes la documenter, mais... Pour une fois, Nicolas Demorand n'a pas dit une connerie.
C'est rare. Je ne comprends pas pourquoi le travail intellectuel universitaire ne pourrait pas s'intéresser aux objets que vous décrivez sans pour autant être militant. Parce que justement, c'est cette confusion qui est là et qui est très compliquée à observer, parce que justement, à partir de thèmes qui peuvent parfaitement être légitimes, encore une fois, les discriminations raciales, la différence des sexes, etc., on les aborde non pas sous l'angle de la découverte de nouvelles perspectives, mais sous l'angle d'une illustration permanente des mêmes propositions. Et donc cette espèce de réitération quasi obsessive. Tu sais ce qu'a fait la politique à mes recherches, dont je te confirme que la politique peut être gangrenée par le politique. Non, mais totalement. Mais c'est ça, en fait, le truc, c'est que là, vous voyez, on a quelqu'un qui nous dit... Domoran a raison quand il dit, mais est-ce qu'on peut pas faire ces recherches? Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à les détailler? Et il dit, est-ce que c'est forcément militant que de travailler dessus? Et elle est bloquée, parce que là, d'un coup, elle dit, bah... Oui et non, parce que en fait le problème c'est qu'on découvre la Lune, c'est qu'on parle d'un truc qui est déjà fait, et puis il faut que ce soit très encadré, etc. Mais comme si c'était pas encadré en fait dans le genre de cas. Tu pars, on marche vraiment sur des œufs quand on prend ce genre d'objet de recherche, sincèrement. Il faut vraiment justifier pourquoi on veut écrire sa thèse, parce que ça arrive en écriture inclusive. Qu'est-ce qui arrive justement dans ce genre de cadre, qu'est-ce qu'on a envie de finalement de rendre compte, avec quelle méthode, quels auteurs on va utiliser, quel est l'état de l'art, quelle est la méthodologie, les terrains, enfin c'est très surveillé en fait par rapport à ce qu'on dit par les pairs. Non mais par contre il faut arrêter de croire que le but de la recherche c'est de découvrir des trucs tout le temps, l'idée qu'il y a des constructions sociales, genre pas sexe, désolé, j'ai réagi en écrivant. Non, mais t'as raison. C'est peut-être pas nouveau, mais à part dans des milieux spécifiques, ce n'est juste pas connu. Si ton savoir reste cantonné à des personnes expertes, il ne servira à rien. Mais exactement. Exactement. Le problème, c'est que ce serait chercher... certains chercheurs ne sont pas partiaux. L'impartialité en recherche, évidemment que ça existe, Kido, enfin, on prend des positions de toute façon. Le champ de la recherche spécifiquement, c'est un champ de position. Il y a des prises de position terribles, les gens s'entretuent, alors pas physiquement ni rien, mais moralement pour des questions évidemment de positionnement dans la recherche, de légitimation, etc. quoi. De rapport d'historien intellectuel. Pour Dieu, aujourd'hui, les discriminations raciales, la différence des académique, est-ce qu'on assiste à la traduction en France de tendances qui sont déjà très installées depuis plusieurs décennies aux États-Unis? Oui, tout à fait. Alors non. Parce que pour faire court, c'est sur les campus français qu'avaient commencé les révolutions intellectuelles et réflexives sur le féminisme, sur les personnes LGBT qui ont été inclus dans des premières études, et non pas sur les campus américains. En fait, nous-mêmes, nous avons un héritage de ça. Ce qui est assez intéressant chez Heinisch, c'est qu'elle a un point de vue qu'on pourrait appeler néoconservateur, c'est-à-dire qu'on garde tout finalement, on rejette tout de l'ancien, mais on veut surtout pas changer les choses. Et elle a cette vision-là, c'est-à-dire qu'elle a cette double casquette. Quelque part, oui, on dit que tout est une construction sociale, donc un point de vue qui déjà pourrait passer pour justement postmoderne. Et de l'autre, elle dit, mais finalement, c'est dire que tout est une construction sociale, on dit rien. On dit rien. Et de toute façon, on se perd dedans même. Et il faut revenir à des choses plus illustres dans la vraie recherche. Je ne sais pas ce que c'est la vraie recherche, mais dans une vraie réflexion, une vraie portée et des vraies découvertes, quoi. C'est ça qu'elle est en train de nous dire, quoi. Tout à fait, parce qu'en fait, en France, alors on a eu plusieurs périodes. Il y a eu la période du marxisme d'après-guerre, il y a eu la période d'extrême gauche après 68, qui ont donc, d'une certaine façon, introduit cette idée que l'université devait être militante. On a eu à nouveau, dans les années 90, une résurgence de cette conception dans la sociologie héritée de Pierre Bourdieu. Et
Ensuite, on a eu... Bon, déjà... alors... Enfin, bon, je vais rien dire. L'importation de tendances qui sont déjà très installées aux États-Unis et dans les pays anglophones, qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui l'esprit woke, c'est-à-dire l'idée de l'éveil permanent aux discriminations et aux inégalités, qui est en fait quelque chose de très profondément religieux, au sens où c'est un héritage d'une forme de protestantisme très radical. Alors là, elle a fait un pont incroyable de plusieurs siècles entre le wokisme et le protestantisme. Je sais pas quoi vous dire. Il faut déjà que vous alliez, Madame Heinisch, relire l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme de Max Weber. Hein. Ces ouvrages pourraient vous intéresser. Et ensuite, sans déconner, là, le pont, il est instrumentalement mal fait, quoi. Genre, elle aurait dit encore, oui, le wokisme, qui est un éveil permanent à quelque chose de très religieux dans le sens où il ne veut pas prendre en compte les profanes, qui seraient des gens, qui viendraient contrebalancer, remettre en doute la hiérarchisation des luttes, machin. Là, j'aurais trouvé ça pertinent, en fait, vraiment, comme propos. Dans le sens où ça serait un des déterminants, alors très mauvais certes, hein, mais un des déterminants de question de est-ce que finalement il n'y a pas un rapport d'exclusion qui peut exister dans les luttes LGBT+, etc. et de certains autres groupes sociaux, etc. De facto, vous allez me dire oui. Et c'est évident, mais c'est intéressant, ça aurait pu amener du contenu. Non, là, elle est sur un truc de non, mais c'est des fanatiques religieux. Hein. Qui consiste à imposer l'idée que tout le monde doit en permanence être cette femme est une professionnelle. Et du coup, ça produit elle est géniale. Une sorte d'atmosphère un peu totalitaire, hein, où si vous contestez l'idée que tout doit être centré sur la dénonciation des inégalités, vous êtes un pestiféré, vous êtes un paria. Mais pourquoi déplorez-vous, Nathalie Heinisch, qui existe, vous l'avez dit à l'instant, depuis quand même très longtemps, à savoir... le fait que l'université, oui, est un lieu politique, un lieu aussi où on se confronte pour la première fois de sa vie au militantisme, à l'action collective. On sait bien que les régimes autoritaires détestent les universités parce que c'est là que ça pense et que ça bouge et que la liberté se formule. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui ? Alors, ce qu'il y a en tout cas de problématique, et dire que c'est nouveau, c'est compliqué, parce qu'il y a eu dans l'histoire beaucoup d'exemples de ça. Oui, donc c'est pas nouveau. C'est qu'on confond le lieu de l'université, qui sont les couloirs, etc., et les salles de cours. On a parfaitement le droit de faire... Non, Nathalie. Mais... du syndicalisme, du militantisme dans l'espace universitaire, à condition que ça ne contamine pas les lieux de l'enseignement. Mais c'est là où pour moi, cette personne fait une grande déformation des propos de Max Weber dans Le Savant et le Politique. C'est-à-dire, Max Weber nous explique qu'un enseignant-chercheur ne doit pas venir appeler l'Assemblée à une morale politique, pour une simple et bonne raison qu'un enseignant-chercheur, sur des personnes en cours de formation, a une domination charismatique qui fait qu'il peut leur faire adopter telle ou telle idéologie plus facilement. Mais ça n'interdit absolument pas, déjà, d'une part, les étudiants, les jeunes chercheurs, à parler de politique en cours. Ça ne les interdit pas à questionner sur l'environnement politique et social, puisque le but même, par exemple, dans un cours de sciences politiques, reviendrait à parler de politique. Ça serait un comble qu'on ne puisse pas le faire. Et là, elle est en train de nous dire, mais non, on ne peut pas parler de ça. Mais je suis désolé, c'est bien parce qu'on parle de politique. Même en école de médecine, aujourd'hui, il y a des gens qui se posent des questions en disant « Oui, mais moi, pour l'acte gynécologique, si j'ai affaire à une personne trans, comment je fais ?» C'est bien que ces questions, elles soient posées, en fait, plutôt que d'avoir un rejet permanent, d'amener tout ce qui viendrait comme politique, entacher quelque part la culture savante, pas profane, qui serait quelque chose forcément à ne pas rejeter, qui est inégalé, qui est la vraie réflexion sainte dans une tour d'ivoire. Enfin, fucking shit, si vous avez déjà tous et toutes fait un peu de recherche scientifique dans vos vies, ou vous êtes intéressé à des lectures, vous savez très bien qu'on n'est pas dans une tour d'ivoire, en fait. Certains vieux chercheurs y sont, c'est vrai, mais on n'est pas dans une tour d'ivoire très confortable. Habituellement, quand on est jeune chercheur, on essaye au contraire plutôt de se bouger les fesses pour avoir des réflexions, faire de la recherche, et souvent on se prend des coups.
Parce qu'il y a des coups dans la recherche, on se prend des coups sur tel article qui est mal écrit, sur telle ou telle chose, sujet, peut-être qu'on n'a pas bien abordé, on a bien abordé ou différemment. Et on prend même, on ne fait pas que prendre des coups, ou alors quand on les prend, c'est à mesure aussi qu'on peut prendre des positions. Et ces positions, on peut les tenir. Avec justement des arguments purement scientifiques d'ailleurs. L'intersectionnalité est un argument scientifique. On préfère ne pas ignorer, ne pas minoriser des individus au prétexte que finalement il ne serait qu'une petite formule dans une statistique ou une équation bien posée par des blancs. On remet en question justement finalement qui dans cette société a une forme de prégnance pour tel ou tel rôle, pour telle ou telle domination, et en remettant en question cela, on va observer est-ce que c'est bien le cas, comment ça se construit, quel est le rapport qu'il y a dedans, tout comme il y a des sociologues qui se sont posé la question, c'est con mais dans les rapports sociaux des sexes à l'époque, qu'on peut appeler aujourd'hui les rapports sociaux du genre ou les études du genre, il y a des gens qui se sont dit qui garde l'enfant dans les couples divorcés. C'est bête, mais dans les couples divorcés, qui garde l'enfant ? Des sociologues sont allés voir. Mais cette question, elle est savamment politique, parce que dans les rapports qu'ils ont sortis, ils ont montré que la majorité des hommes ne gardaient pas l'enfant. Non seulement ils n'avaient pas la garde, mais en plus, ils ne payaient pas leur pension alimentaire. Donc ça posait des questions énormément sur le cas où les femmes étaient moins payées que les hommes, qu'elles avaient des situations beaucoup plus précaires et moins stables. Et donc forcément, ça a amené à débat. Vous voyez un petit peu ? Donc le sujet même, votre sujet de recherche, devient politique dès lors qu'il est réajusté, réappliqué, retravaillé et que vous en faites une finalité, quoi. Tout comme quand on fait des études, je pense, Kido, tu seras d'accord avec moi, mais quand on fait une étude sur tel vaccin et pas sur tel autre, ou qu'on oriente politiquement finalement notre recherche là-dessus, c'est ça reste une démarche politique. Voilà. Alors ça peut être dû à une politique budgétaire. On sait qu'on aura le financement dans telle entreprise ou pour tel vaccin ou tel contrat de vaccination, etc. que plutôt celle-là. Mais voilà, la recherche scientifique, effectivement, elle est aussi soumise à des moments aux politiques. Donc dire que la recherche scientifique n'est pas un lieu où il y a du politique, c'est entièrement faux, Madame Heinisch. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un m'a écouté. Totalement balancer mes déboires. Du savoir, donc les salles de cours et les revues scientifiques, parce que si on fait ça, on produit un savoir au rabais et en général une politique de campus qui est totalement inefficace. Dans le sillage de Jacques Julliard, vous pointez 3 grandes glaciations du débat intellectuel. La glaciation soviéto-marxiste dans l'après-guerre, la glaciation... Ah là, bon. On va passer un peu. L'épistémologie vulgarisée, le tract. Standard, beaucoup d'auditeurs ce matin pour dialoguer. Enfin, tout ce qui entend un séminaire par-ci ou par-là. Désolé, j'ai vu des choses en même temps, c'est relou, ça avait l'air intéressant. Non mais t'inquiète, t'inquiète, j'étais juste en train de prouver que tout simplement la science n'est pas quelque chose, un objet qui est inanimé par rapport au politique. Ou genre il y aurait le politique d'un côté, il y aurait le scientifique de l'autre. Évidemment que non. Et ça se compte en chiffres, mais aussi finalement en volonté politique, en budgétisation des sciences, et même tout simplement sur la manière dont on va traiter telle ou telle question. Je veux dire, travailler sur la question des inégalités sociales, c'est pas rien en fait. Hello, je lurquais, et puis j'ai tout écouté ce que tu as dit. Merci beaucoup, Lisa Bull, merci beaucoup. Merci énormément. En plus, je t'ai déjà croisé sur un stream, je pense. Je sais plus. Mais ton pseudo me dit quelque chose. Mais bref, merci beaucoup. Mais voilà, donc du coup, effectivement, la recherche scientifique n'est pas quelque chose. Alors oui, elle n'est pas que soumise aux politiques, mais oui, c'est une chose politique. Tout comme la science est une chose critique. Je veux dire, il y a plein de gens qui vous disent non, mais la science, c'est pas un truc critique, on peut pas critiquer permanence. La science est critique. vous avez des critiques par les pairs, vous avez des critiques par les gens qui font ces travaux-là, etc. Celui de Maudit, je crois que c'est comme ça que j'ai vu que tu streamais. Ah oui, tout à fait. Mais je traîne des fois sur celui de Maudit. Merci beaucoup en tout cas. Je commence à attirer des gens du stream de Maudit, je suis content. Non, en vrai, j'aime bien Maudit d'ailleurs. Mais bref, donc, toujours est-il qu'effectivement, il y a un problème, je trouve, à cette invective de Madame Heinisch en général,
à considérer que oui, il y a les LGBT, les méchants wokistes qui l'en censurent. Donc voilà. Donc aujourd'hui, j'ai vu des gens qui disaient sur Twitter, donc notamment ce chercheur-là, qui disait voilà, quand même, bon sang, on peut pas exclure Nathalie Heinisch, etc. Bon, moi je lui ai balancé un petit peu un bon taquet d'explications. Mais voilà quoi, quand on voit tout ça, effectivement, c'est incroyable.